Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Martial Bilde sera en dédicace à la librairie Les Deux Cités samedi 22 octobre de 14h à 17h. Il est journaliste et essayiste, il est aussi responsable d'une radio qui s'appelle Radio Lorraine Enragée. Mais il vient ici pour son premier ouvrage, il signe en effet son premier ouvrage. Ce n'est pas un essai de politologie, c'est un livre d'histoire, La République contre la France, aux éditions du Verbe Haut. François-Xavier Consoli, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur TV Liberté. Vous faites le pari, à travers un récit presque journalistique, de mieux faire comprendre la Révolution française. Qu'apportez-vous de plus à une littérature quand même très abondante sur ce sujet? C'est la question à 1000 francs. Presque journalistique, non, journalistique carrément, puisque je ne vais pas le cacher, je ne suis pas historien, je ne suis pas essayiste, je suis journaliste. Donc j'ai enquêté sur la Révolution française comme un journaliste. Et c'est d'ailleurs ce que je voulais apporter, c'est peut-être le petit truc en plus pour répondre à votre question, c'est que je voulais avoir la vision qu'ont les contre-révolutionnaires de la Révolution française à travers un récit romanesque, on va dire. Ce n'est pas un roman, mais quelque chose qui donne une sensation au lecteur qu'on n'a pas affaire à un livre d'histoire, qui parfois peut être un petit peu barbant, si je puis dire. Et là, on suit les événements progressivement, et ce qu'il y a de fabuleux quand même avec les contre-révolutionnaires, c'est qu'ils ont cette acuité du regard, et ils sont témoins. Ils arrivent à percevoir idéologiquement, doctrinalement les choses, mais ils ont aussi un regard de journaliste. En effet, je n'ai pas indiqué le sous-titre de l'ouvrage, mais qui a toute son importance, La Révolution française par les contre-révolutionnaires. Et là, ça va être encore une question à 1000 francs, mais le sous-titre de cet ouvrage, il indique que les auteurs contre-révolutionnaires ont mis à l'honneur ce combat qui a été salué il y a peu de temps par Julien Rochdy, dans un ouvrage qui s'appelle Philosophie de droite. Et je me suis dit, c'est vraiment l'heure de la réhabilitation de Burke, de Maistre, de quelques autres, que vous nous faites finalement tous redécouvrir. C'est des auteurs primordiaux. Dès lors où on a découvert ces auteurs-là, on sent quand même quelque chose qui est vraiment complet. À savoir, ils ont une analyse sociologique. Bonald, par exemple, c'est lui qui crée la sociologie, il ne faut pas l'oublier. On a une analyse religieuse, c'est le cas de Maistre et de bien d'autres qui ont vraiment une acuité, une façon de voir les choses qui, à mon sens, et d'un tel niveau qualitatif ça ferait pas lire beaucoup de gens, beaucoup d'analystes ou beaucoup d'intellectuels aujourd'hui. À la différence près, quand même, c'est que, puisque vous parliez par exemple de l'ouvrage de Rochdy, je ne sais pas si on peut qualifier ces auteurs de droite ou de gauche, précisément parce que la droite et la gauche sont des créations de la Révolution française. Je pense que ça échappe un petit peu à cette grille d'analyse-là. Mais vous ajoutez à des écrivains contre-révolutionnaires connus, je parle de Burke, de Maistre et de Bonald, vous ajoutez des personnalités comme Donoso Cortés, Sénac de Meilhan, Jacques Mallet de Pan. Vous avez été les chercher où ? Comme souvent, on s'arrête à ceux qu'on connaît. Bon, Bonald de Maistre sont assez classiques. Jacques Mallet du Pan, beaucoup moins. Donoso Cortés également. Bon, Donoso Cortés vient un peu après. Il est espagnol et il a une vision, c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement parce que Donoso Cortés a une sorte de mysticisme et considère par exemple que la Révolution française est on va dire, une forme c'est une façon pour payer ses péchés. C'est-à-dire que si cette révolution arrive à la France, c'est quelque part elle le méritait. Et dès lors où, c'est la première partie du livre, dès lors on s'intéresse à ce qui s'est passé un peu avant, parce qu'une révolution ne démarre jamais, ça se prépare pas la veille, c'est sur le temps long. Dès lors, on s'intéresse à ce qui s'est passé avant, le phénomène de l'agiotage, la prise en main de la vie intellectuelle par les femmes, etc. On se rend compte que tout ça, effectivement, n'est pas sorti d'un chapeau le 13 juillet 1789. Les contre-révolutionnaires, dit Rochdy, sont fondamentalement des contraires à la Révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des contraires, des opposés? Non, je nuancerai un peu plus. Quelqu'un comme de Maistre, par exemple, et même s'il ne la soutient pas à proprement parler, mais il est assez enthousiaste au début vis-à-vis de la Révolution française. Jusqu'au moment où il va être concerné à proprement parler par les événements, il va devoir fuir. Et là, tout d'un coup, il ne le sera plus. De Maistre est franc-maçon aussi. Bon, le rôle des francs-maçons dans la Révolution française aujourd'hui, on va en parler peut-être. C'est quelque chose qui est vérifié. Mais je pense que c'est un petit peu plus nuancé que ça. Ils ont une vision, à la fin, quand ils arrivent au point final de leur analyse, qui est contraire à la Révolution française, c'est vrai. Mais beaucoup
sont en demi-teinte. Burke, par exemple, que je cite aussi beaucoup dans le livre, est un Anglais qui appartient au parti Whig, le parti libéral, qui est contre l'absolutisme du pouvoir du roi en Angleterre. Mais par contre, il est totalement contre la Révolution française en France. Et pourtant, c'est un libéral. Donc, c'est toujours un petit peu plus complexe, à mon sens. Il faudrait nuancer un petit peu plus, parce que les hommes sont aussi... les hommes sont à l'image de leur vie. Et dans une vie, bien souvent, on peut être contradictoire, on peut avoir des parcours semés de choses qui peuvent sembler contradictoires. Vous parlez de saisir, bien évidemment, les causes et les conséquences de la Révolution française. Vous présentez cette Révolution française comme une insurrection. Vous utilisez deux termes importants, antisociale et antireligieuse. On va s'intéresser au premier terme, la notion d'insurrection antisociale. Ce n'est pas, honnêtement, ce qui apparaît le plus évident pour nos contemporains. On a l'impression que la République, au contraire, elle a été le fait social par essence. Vous dites non. Non, déjà une chose toute simple. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la Révolution est la révolution des bourgeois. Bon, ça c'est un fait. Quand on creuse un peu, on se rend compte, et oui, c'est encore plus vrai. Je parlais du début du livre. La montée de l'agiotage, du boursicotage, le fait que, effectivement, la bourgeoisie prend le pas progressivement sur le débat intellectuel, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des idées, c'est une victoire des idées avant tout. Et quand on s'intéresse à ces questions-là, on se rend compte que, oui, c'est une révolution antisociale. Si on lit par exemple René Sédillot qui a écrit sur les coups de la Révolution, on se rend compte que le peuple y a perdu. Si on doit utiliser un terme générique comme le peuple, le peuple y a clairement, c'est une évidence, perdu dans cette révolution. Si c'est une révolution bourgeoise, c'est parce que la noblesse a laissé faire. Elle a donné les charges, elle a donné la possibilité. Ça c'est une évidence. Il est clair, et ça je suis assez dur aussi avec eux. On m'a même reproché d'être trop dur avec Louis XV, mais tant pis. Mais il faut clairement remettre en question la noblesse. La noblesse se laisse faire, ce que j'appelle une noblesse en pantoufle. Dès lors où on est enfermé dans cette cage dorée qu'est Versailles, progressivement on quitte le pouvoir, on quitte le politique. Ça ne nous intéresse plus. Et on s'intéresse à des bagatelles, des choses qui, finalement, c'est une sorte de... On se retrouve comme dans un espèce de salon littéraire et l'essentiel nous échappe. Et malheureusement, la noblesse qui, finalement, était bien plus proche des siens, oui, de son peuple, on pourrait dire, le quitte progressivement et s'isole. Et progressivement, la bourgeoisie prend les cordons du monde intellectuel, de la bourse, etc., etc. Et au bout d'un moment, à partir du moment où on a changé les règles de l'économie, on change les règles du politique, puisque c'est malheureusement l'économique qui gagne. Qui cherche à primer le politique. La notion anti-religieuse, elle est plus facile à comprendre puisqu'elle s'appuie, on le voit bien à travers la période révolutionnaire, sur des massacres de masse, des destructions. Et vous la symbolisez, vous, cette notion anti-religieuse, à travers l'exécution du roi. Louis XVI, qui est pour vous, je vous cite, un fait historique à résonance religieuse. Un meurtre qui est non seulement une injustice, mais un sacrifice humain. Oui, c'est un sacrifice dans le sens où c'est un acte, j'aurais même pu souligner encore un peu plus le trait, c'est un acte religieux avant même un acte historique ou politique. Dès lors où le roi c'est la fameuse théorie des deux corps du roi, le corps charnel, l'être humain, l'homme, et de l'autre, le corps symbolique et religieux. C'est l'incarnation de Dieu sur Terre. En tout cas, c'est le lieutenant de Dieu sur Terre. Donc, en France, ce sacrifice-là est bien plus qu'un acte politique. D'ailleurs, d'autres auteurs avant moi, et certains, comme par exemple Sylvain Durin, qui parle du phénomène du sacrifice, le dit très bien. Et quand on meurt Louis XVI, quand on tue Louis XVI, quand on décapite Louis XVI, on va bénir de son sang la foule qui assiste à l'exécution. À partir de là, en tuant le roi, et c'était quelque chose de prévu, puisque de Saint-Just à d'autres révolutionnaires, il le savait. Il savait quand... Est-ce que vous dites que de toute façon, dès le départ, il faut se séparer du roi pour cette raison-là? En détruisant le pouvoir symbolique du roi, le roi n'est plus que sur une jambe. À savoir, il ne reste plus que son corps, ce corps religieux. Donc, il est nécessaire de le détruire une bonne fois pour toutes. Une fois que le roi est mort, la monarchie française est morte. C'est parce qu'elle n'a plus ce père, elle n'a plus cette figure centrale sur laquelle elle repose. Et à partir de là, en tuant le roi, on voit bien qu'effectivement, il s'agit bien d'un sacrifice. Mais vous êtes aimable, on va prendre ce terme-là, avec Louis XVI. Merci. Tant vous ne l'êtes pas avec Louis XV, et donc forcément ses prédécesseurs. Louis XVI, honnêtement, il a beaucoup de responsabilités aussi dans le sort qui lui est réservé. Louis XVI, je pense, à la différence d'un Louis XV,
Alors, il y aurait certainement beaucoup de débats à avoir là-dessus et je ne me suis pas suffisamment penché sur le personnage de Louis XV, c'est vrai. Mais de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu voir, Louis XV est, à mon avis, bien trop timoré pour la tâche qui lui incombe. Même si, au moment où Louis XV arrive, comme je le dis dans le livre, il récolte les fruits de ce que ses pères lui ont laissé. Louis XVI arrive trop tard. C'est-à-dire que le phénomène d'agiotage est beaucoup trop lancé, il est établi. Donc les cordons de la bourse sont aux mains de la bourgeoisie. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Louis XVI arrive au pouvoir, la France connaît un déficit énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un sou dans la caisse. Et si on y ajoute, par exemple, le fameux épisode de la guerre d'indépendance aux États-Unis, ça ne fait que surinfecter la plaie. Donc Louis XV arrive, à mon avis, trop tard. Il fallait un personnage certainement beaucoup plus dur et certainement beaucoup moins respectueux de son peuple. Louis XVI était quelqu'un qui aimait son peuple à un point incommensurable, même quand au moment de la fameuse fuite à Varennes, je le dis dans le livre, mais la fuite à Varennes, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que les taux se resserrent de plus en plus, on le pousse à la faute, il n'a pas le choix, il est obligé de partir. Et jusqu'au bout, Louis XVI va être bon avec son peuple en refusant à chaque fois de s'en prendre à lui, en refusant à chaque fois de s'en prendre aux insurgés. Quand je dis le peuple, je parle des insurgés, donc c'est très peu de monde. Voilà, vous me dites que c'est une révolution antisociale et vous me dites, non, Louis XVI aurait dû faire tirer sur son peuple. En fait, c'est ça, puisqu'il ne l'a pas fait faire à plusieurs occasions et surtout à la dernière qui lui a coûté quasiment la vie. Donc il fallait qu'il tire sur son peuple. Il fallait être pragmatique. Et le problème du politique, c'est que bien souvent, on est obligé de se passer de la morale. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire, oui, mais... Je vous l'ai dit là. Oui. Mais c'est ça, mais le problème est là. Comment faire dès lors où tous les cordons du politique ou autre vous échappent, dès lors où le pouvoir ou le politique s'est progressivement évaporé et parti ailleurs, comment faire pour la figure qui est censée représenter le politique, comment faire? La fameuse question, comment faire? Je ne sais pas si Louis XVI devait tirer, je ne sais pas si Louis XVI devait s'en prendre aux insurgés. Je dis juste que, en étant respectueux, en étant jusqu'au boutiste dans son principe, ce qui est éminemment respectable. Mais en étant respectueux de son principe, Louis XVI a signé son arrêt de mort. Vous dites un sacrifice humain, on a abattu le roi. Quelques années plus tard, on retrouvera un roi, son frère, Louis XVIII. On retrouvera un autre roi, Charles X, jusqu'en 1830, son frère aussi. Finalement, le sacrifice humain n'aura pas servi à grand-chose. La royauté et la monarchie vont revenir sous cette forme-là avec les Bourbons, puis les Orléans ensuite. À la différence, c'est qu'une fois que le mal est fait, il est fait. C'est-à-dire que la monarchie française n'est plus absolue. La monarchie française ne repose plus sur une église qui a été particulièrement touchée par cette révolution. J'en parle aussi dans le livre. La restauration, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une restauration. D'aucuns diraient, ça fait un peu flonflon et cotillon. Mais c'est vide, c'est une coquille vide. D'ailleurs, le dernier finalement représentant d'un pouvoir fort qui pourrait être équivalent, attention avec toute comparaison gardée, mais avec un pouvoir fort et quasiment équivalent à ça, c'est Napoléon Ier. Une fois que Napoléon débarrasse le plancher, en tout cas dès lors on le fait débarrasser le plancher, c'est fini. La France sort du jeu et après 1815, elle ne fera que la guerre pour les autres, ce qu'elle continue à faire d'ailleurs. Les penseurs contre-révolutionnaires vont défendre le christianisme face à la révolution, cette révolution des droits de l'homme, théorisant l'être suprême, imposant un nouveau monde face à un ancien monde. Et c'est ce nouveau monde qui a gagné, c'est ce nouvel ordre qui a gagné, qui s'est imposé. Vous n'y pouvez rien, mais c'est comme ça. Ah oui, moi, de toute façon, je ne suis qu'un humain, je suis qu'un petit homme. À la hauteur de vie d'homme, on ne peut rien faire, oui, c'est sûr. Mais je note que, une fois encore, si on se repenche sur tous ces auteurs, si on regarde un petit peu leur hauteur de vue, leur façon de voir, leur façon d'analyser les choses, on peut se rendre compte, en tout cas on peut légitimement poser la question, est-ce que ce qui a remplacé avant est mieux maintenant? Ça, je laisserai au lecteur et à l'auditeur, je lui laisse la liberté de se faire son opinion. Vous insistez aussi sur le rôle de la franc-maçonnerie, on en a parlé à l'instant, des États généraux qui organisent la révolution juridique à la terreur. Quel est le rôle? Est-ce qu'elle apparaît comme un frein ou plutôt comme un moteur de ce qui va devenir quand même, et maintenant tout le monde s'accorde à dire que c'est le terme, une forme de fanatisme généralisé illustré par la terreur? Comme on l'a dit, la franc-maçonnerie a son rôle à jouer, c'est une évidence. Dans les États généraux, c'est important quand même. Et dans les États généraux, c'est important, oui, mais au même titre que le jansénisme. Par exemple, au même titre que les parlementaires. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qui compte.
C'est toujours un petit peu trop simple de toujours désigner un bouc émissaire, entre guillemets, ce qu'était Louis XVI, par exemple. Il a été bouc émissaire. Mais quand on a une grille d'analyse peut-être un petit peu plus fouillée, il y a la franc-maçonnerie, c'est vrai, mais il y a le jansénisme aussi, il y a les boursicoteurs aussi, il y a la noblesse aussi. Chacun a son petit rôle à jouer là-dedans. Mais vous ne me répondez pas. Quand les États généraux, il y a sur 200 avocats un nombre important d'avocats qui sont, ou d'autres qui sont francs-maçons, est-ce que c'est parce que ça correspond à leurs idées, à leur philosophie, donc ils se trouvent bien là, ou est-ce que tout simplement c'est une révolution qui s'appuie sur les loges maçonniques? C'est une révolution, oui, qui quelque part s'appuie sur les loges maçonniques, mais je ne voudrais pas qu'en disant cette phrase, ça suffit à régler tout. Non. Ça suffit pas. Oui, bien sûr que les francs-maçons ont un rôle à jouer, c'est une évidence, c'est ce que je vous ai dit. Mais dire c'est la franc-maçonnerie et se débarrasser de ça, comme font beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'on a une grille d'analyse et ça nous convient, c'est ok, c'est un fait, mais ça ne suffit pas. Donc que la franc-maçonnerie ait joué un rôle, bien sûr, même Benjamin Franklin qui voit par exemple son frère Voltaire devenir frère, il va de soi que tous ces personnages-là ont un rôle à jouer éminent et que ce sont des matières grises qui vont influencer les parlementaires, la noblesse également, etc. Je vous ai dit, de Maistre aussi est franc-maçon. Donc c'est un fait à prendre en compte. Mais ce n'est pas le seul et unique fait. C'est parfaitement clair. Au cri de pas de liberté aux ennemis de la liberté, la révolution va devenir un fait totalitaire. Vous rappelez la phrase de Saint-Just qui est importante, ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. La république, à ce moment-là, se construit donc sur une période, un temps totalitaire. Ça veut dire avec ses crimes, voire ses génocides en France. C'est ça qui construit la république. C'est une évidence. On pourra, lorsque j'ai présenté ce travail, qui était un travail universitaire au départ, je me souviens d'ailleurs qu'on m'avait repris en disant « Vous utilisez les travaux de Renald Sécher ». Je pense que vos auditeurs connaissent bien Renald Sécher, qui a travaillé sur la Vendée. Oui, vous comprenez, c'est un petit peu polémique. C'est polémique, certes, mais polémique ne veut pas dire faux. C'est polémique, mais ça ne veut pas dire faux. Donc, est-ce qu'il y a eu un génocide en Vendée ? Gracchus Babeuf, qui pourtant lui-même était révolutionnaire, et quel révolutionnaire, c'était un enragé, lui-même le fait remarquer. Vous le citez. Voilà, et je le cite. Donc c'est une évidence, au bout d'un moment ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Donc oui, la République s'est fondée sur des principes totalitaires dans le sens où c'est une analyse totale du monde, holistique. Donc à partir du moment où on voit le monde de cette façon, à partir du moment où on transforme le politique en forme de morale, c'est ce que font les révolutionnaires. C'est-à-dire que dès lors où on n'est pas suffisamment révolutionnaire, on ne mérite pas de l'être, quelque part. Et c'est ce que dit Mallet, c'est la fameuse phrase de Mallet-Dupan, au même titre que Saturne, les révolutionnaires vont se manger entre eux, ils vont manger leurs enfants. Si on fait un petit écho à ce qui se passe en ce moment, on voit que les plus révolutionnaires parmi les révolutionnaires se mangent entre eux, précisément parce qu'ils ne sont pas assez moraux. Et que la morale qui doit s'infiltrer partout, dans la chambre à coucher, dans le couple, dans les mœurs, etc., celui qui ne sera pas moral jusqu'au bout sera considéré comme contre-révolutionnaire et finira dévoré. Par le monstre. Dans votre démonstration, on aboutit donc au titre de l'ouvrage. On y arrive quand même. La République contre la France. On est loin, très loin quand même, de l'autosatisfaction républicaine en usage, par exemple, encore aujourd'hui dans l'enseignement. Est-ce que nous ne sommes pas, finalement, et c'est ce que vous avez, semble-t-il, la prétention de dire, nous ne sommes pas les enfants de la République, nous ne sommes pas les descendants de 1789 ? Ça, moi, chacun décidera. Moi, c'est pas à moi de décider qui devra... qui est l'héritier d'eux. Certains, à mon avis, s'accommodent très bien de cet héritage-là. La preuve, comme je vous le disais à l'instant, puisqu'on parlait de l'actualité, ça leur va très très bien. Au contraire, il faudrait encore aller plus loin. Puisque de toute façon, c'est le principe du progressisme. C'est un chemin à parcourir, mais ça ne s'arrête jamais. Oui, mais si ça s'est fondé sur le totalitarisme, vous les discréditez. Ah oui, oui, sans doute, oui, certainement. Je les discrédite... Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal. Moi, j'établis des faits. En établissant des faits, si ces gens-là, effectivement, se reconnaissent dans le totalitarisme, écoutez, c'est bien. Si ça leur va... Vous n'êtes pas un enfant de 1789. Non, je suis un enfant de ma mère, ça me suffit bien. D'accord. Mais dans l'histoire, vous vous rattachez à qui, alors ? Et à quoi ? Dans l'histoire ? Ah oui, c'est pareil, ça c'est la Quel est le fait historique ? C'est la dernière question. Parce qu'il y a un moment donné, oui, c'est une question à 1000 francs, mais c'est mieux que Lucien Jeunesse, croyez-moi. C'est à qui on se rattache ? Parce que Napoléon, vous avez cité, a dit l'histoire c'est un tout. Parfait. Vous rattachez à tout cela, et dans ce cas-là, aussi à la Révolution française, vous l'extirpez de l'histoire de France. Je ne pense pas que ça sert à quoi que ce soit d'essayer d'extirper un événement historique. Il a eu lieu, c'est un fait, point barre. On ne reviendra pas dessus. En revanche,
Maintenant, nous sommes en 2022. Lisons en fait, ces auteurs, lisons le livre aussi, par la même occasion. Et à mon avis, chacun pourra se faire sa propre idée quant à ce qu'il est, quant à sa façon, sa définition de la beauté, sa définition des belles choses. C'est là qu'on voit que vous êtes journaliste, parce que vous n'avez Voilà. pas répondu à la question, d'où je vous la repose à nouveau. Vous êtes fils de qui, en dehors de être le fils de votre mère? Si ça peut vous faire plaisir, effectivement, Ça je me me fait plaisir, sens... je vous pose une question, moi je n'ai pas besoin d'une réponse, c'est tout. Je sais bien. Il est clair que je me sens bien plus proche d'un Donoso Cortés que d'un Saint-Just, ça va de soi, puisque je préfère quelqu'un qui considère que les Barabbas sont les ennemis plutôt que ceux qui s'amusent à vendre le Christ. Voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est parfaitement clair encore. Au-delà des démystifications de la Révolution, cet essai a aussi une valeur finalement plus générale, parce que vous cherchez à montrer, à travers cette pensée contre-révolutionnaire, vous cherchez à faire la critique de l'individualisme, du collectivisme, du matérialisme. Et ça, ce sont des mots qui sont totalement d'actualité encore. 1789-2022, les mêmes mots. MAUX. Les mêmes mots, MAUX, et c'est la raison pour laquelle je trouverais un petit peu réducteur de considérer la contre-révolution comme quelque chose de droite. Voilà. Non, ça va bien au-delà de ça. Les contre-révolutionnaires, comme je l'ai dit, voient les méfaits du boursicotage et de la prise en main par la bourse, par la spéculation. Et ils ont parfaitement conscience que c'est un volet éminemment important, si ce n'est peut-être pas capital, puisque l'aspect religieux est tout aussi important, peut-être même plus, mais en tout cas c'est un volet capital. Et c'est une fois encore marcher sur une jambe, être très boiteux dans son analyse si on refuse de voir tout ça. Il y a tous ces éléments à prendre en compte. Parce que la révolution, comme je vous l'ai dit, ça ne démarre pas le 13 juillet 89. Et ce qui se passe avant, c'est une progressive démission du politique, où ceux qui avaient les cordons du politique le lâchent progressivement. Parce que c'est plus simple que de boursicoter et de fréquenter les salons littéraires. Que d'aller au combat. La spéculation, un mot d'actualité, MOT cette fois-ci. Hein. Et vous ajoutez aussi un point essentiel, et finalement en conclusion de cet ouvrage, c'est qu'une société qui perd sa religion, tôt ou tard, elle perd sa culture, c'est-à-dire son identité, c'est-à-dire sa souveraineté, c'est-à-dire ses libertés. En s'en prenant à la religion catholique, les révolutionnaires savaient aussi ce qu'ils faisaient. Beaucoup ne savaient pas, certes, mais beaucoup savaient aussi. Parce qu'il va de soi que, on peut mégoter et avoir différents débats sur le sujet, mais il va de soi que la révolution, la France naît avec la religion chrétienne, catholique, elle deviendra catholique, mais la religion chrétienne en général. Et il va de soi qu'en s'en prenant à la religion catholique, notamment au pouvoir, à sa représentation, qui est la force de l'Église, qui est l'Église, les révolutionnaires savaient qu'ils transformeraient la France de fond en comble. Aujourd'hui, finalement, les révolutionnaires peuvent être heureux de ce qu'ils ont fait. Ça se voit dans la rue. C'est-à-dire qu'il suffit de descendre de chez soi, quel que soit l'endroit où on est. Bon, si on est à la campagne, on est encore un peu préservé. Mais il suffit de descendre dans la rue pour voir que, c'est accompli. L'œuvre générale, l'œuvre universaliste, de grand métissage absolu, est accomplie. Regardez. Il suffit de sortir, d'ouvrir. Liberté, égalité, fraternité. Tous ensemble, formant une grande farandole autour de la Terre. Mais liberté, égalité, fraternité, on pourrait vous dire qu'une grande partie du clergé à l'époque a suivi, soutenu aussi, bien sûr. A été assermenté. Raison pour laquelle je vous ai dit... Par réfractaire. Il ne faut pas aussi... c'est pour ça qu'il faut aussi analyser l'analyse, par exemple, économique. Qu'il faut avoir ça à l'esprit. Quand certains, quand certains épousent les thèses richéristes, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'une volonté pour le petit clergé, le clergé de la campagne, d'être mieux rémunéré, d'être mieux reconnu par les instances, par les hautes sphères du clergé, et notamment du pape. Donc oui, bien sûr, certains ont adhéré, certains ont cru, et on peut en toute bonne foi adhérer à des principes qui, dans les faits, en fait, sont totalement contraires à ce qu'on pourrait professer le dimanche. Et pourtant, vous voyez, on peut faire preuve comme le dit l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Malheureusement, beaucoup d'hommes qui ont épousé la Révolution française, je pense, sont concernés par ce dicton. Et ont découvert l'enfer que vous décrivez dans La République contre la France, c'est aux éditions du Verbe Haut. Merci d'être venu défendre ce bel ouvrage, François-Xavier Consoli. Merci.